Alors on va passer aux exemples fondamentaux, puisqu'on vient de définir cette notion d'invariant. Donc on va regarder par rapport aux espaces vectoriels qu'on connaît, si on en connaît qui sont de dimension finie, et le cas échéant, quelle est leur dimension. Donc on va déjà commencer par définir les notations. Donc, on va tout de suite dire que si E est un K espace vectoriel de dimension finie, de dimension finie, on vient de dire que la dimension, c'est quelque chose qui ne dépend que de l'espace vectoriel dans lequel on se place. Donc on va dire, on note, vous n'allez pas être surpris de la dimension de E, la dimension de E. Alors, ce qui signifie concrètement que la dimension de E, lorsqu'on est en dimension finie bien sûr, hein, je le précise, hein, la dimension de E, c'est le nombre de vecteurs d'une base, où, a priori, B est une base de l'espace vectoriel E. Donc je vous alerte tout de suite sur dim et dièse. Dièse s'applique à une famille finie de vecteurs ou à un ensemble fini. Dimension s'applique à un espace vectoriel. Il n'aurait aucun sens d'écrire dièse de E, puisque je vous le répète, quand E est un espace vectoriel qui n'est pas réduit à 0, il y a toujours une infinité de vecteurs. Hein. Prenez le plus petit qu'on connaît au sens des dimensions, du coup, ça va être un espace de dimension 1, ça va être les droites vectorielles. Et ces droites vectorielles, elles possèdent forcément un nombre infini de vecteurs. Donc voilà, maintenant que la dimension est définie, on va passer maintenant à la description des exemples du cours à proprement parler. Alors, on va commencer par le plus simple, R. Eh bien, R, c'est un R espace vectoriel de dimension 1. Tout simplement parce qu'une base de R est définie par le nombre 1. Donc il y a un seul vecteur dans la base, donc la dimension de R, c'est 1. Passons à C. C est un... tiens, intéressant. C est un R espace vectoriel de dimension 2. Donc là, comme je dis que c'est un R espace vectoriel, il n'y a pas d'ambiguïté. Si c'est un R espace vectoriel, qu'est-ce que je peux prendre comme base? Je peux prendre comme base la famille 1i. Donc la dimension de C vue comme R espace vectoriel, c'est 2. Par contre, si je vois C vu cette fois-ci comme C espace vectoriel, on a vu que ce n'était pas la même structure. Eh bien lui, il est simplement de dimension 1. Il est de dimension 1, pourquoi? Puisque dans ce cas-là, on sait que le vecteur complexe 1 suffit à engendrer notre base, donc la dimension de C est égale à 1. Donc là, on voit qu'il y a ambiguïté dans la notation, ce qui va me demander de préciser la notation. Quand le contexte est clair, évidemment, on n'aura pas à le préciser. Par contre, quand le contexte n'est pas clair, c'est-à-dire qu'on peut éventuellement changer d'espace vectoriel, on a intérêt à faire apparaître dans E ce qui est important, c'est la nature des scalaires. La nature des scalaires n'est pas forcément la même sur l'ensemble considéré, puisque dans C, on peut voir les scalaires dans R ou dans C. Donc lorsque le contexte n'est pas clair, on accompagnera d'un indice la dimension de E. On va dire c'est la dimension de E vue comme K espace vectoriel. Donc là, par exemple, on va dire ça c'est la dimension comme un R espace vectoriel, là comme un R espace vectoriel, et là comme un C espace vectoriel. Donc ça, évidemment, on ne le précisera que si le contexte n'est pas clair, ce qui n'est pas le cas la plupart du temps. La plupart du temps, le contexte il est parfaitement clair. Alors continuons les petits exemples. Si on se place dans Kn, par exemple, eh bien Kn c'est un K espace vectoriel de dimension n, puisqu'on a vu qu'il existait une base qui possédait n vecteurs, donc toutes les bases possèdent n vecteurs, la fameuse base canonique avec des 1 et que des 0 dans son écriture. Donc là, vous voyez par exemple, le contexte est clair, K est un K espace vectoriel, donc je vais écrire la dimension sous cette forme-là. Attention, comme son nom ne l'indique pas, Kn de x est un K espace vectoriel de dimension n plus 1. Attention, il n'est pas du tout de dimension n. Pourquoi? Parce qu'une base possible de cet espace vectoriel, c'est la base canonique 1
x, etc. jusqu'à x puissance n. Si vous regardez l'endroit où on compte, là on compte de 1 à n, mais il reste le vecteur qui est là. Hein. Donc le nombre de vecteurs de cette base, c'est n plus 1. Donc la dimension de kn de x, c'est n plus 1. Voilà, j'ai mis 1, c'est n. J'espère que j'ai pas dit 1 dans la vidéo. Pas beaucoup que je regarde, si c'est le cas. Voilà, c'est l'effet premier. Ensuite, si on regarde l'ensemble des matrices à n lignes et p colonnes et à coefficient dans K, eh bien, ça c'est un K espace vectoriel de dimension np, de dimension n fois p. Puisqu'on a vu que les vecteurs de base c'était les EIJ, où I varie entre 1 et n et J varie entre 1 et p. Donc on a np vecteurs dans cet espace vectoriel. Donc la dimension de MNP de K, c'est donc bien n fois p. Alors faites attention parce que du coup la dimension de Mn de K, l'ensemble des matrices carrées de taille Nn, c'est n fois n, c'est n carré, hein, c'est pas n. Hein. Donc attention, hein, c'est pas parce qu'il y a un n ici ou c'est pas parce qu'il y a un n ici que la dimension c'est n. Hein. Faites bien attention, la définition c'est le nombre de vecteurs d'une base. Alors ensuite quelques exemples fondamentaux, là j'ai donné des exemples concrets, je vais aussi parler d'espaces, enfin d'exemples fondamentaux, mais dans un cadre abstrait on va dire, hein, dans un cadre plus abstrait, c'est-à-dire je vais me placer dans un espace vectoriel général. Alors déjà, qu'est-ce qui se passe si je prends l'espace vectoriel qui se réduit à 0? Parce que toutes les discussions que j'ai eues, tout le cours, je l'ai fait pour un espace vectoriel qui est non réduit à 0, c'est-à-dire qui possède au moins un vecteur non nul, c'est-à-dire dont une base aura forcément plus d'un élément. Eh bien lui, par convention, il est de dimension finie, ça on l'avait déjà dit. Donc par convention, il est de dimension finie. Sa dimension, c'est 0. Et c'est le seul espace vectoriel de dimension 0. Et de plus, une base de cet espace vectoriel, pour que ce soit cohérent, comme on a dit que le nombre de vecteurs de la base, c'est la dimension de l'espace vectoriel, notre base ne doit pas contenir de vecteurs, donc la base sera l'ensemble vide. C'est-à-dire que là, par convention, vous avez directement que l'espace vectoriel engendré par l'ensemble vide, c'est en fait le singleton vecteur nul 2. Les définitions et les notations sont parfaitement cohérentes. La dimension est égale à 0, donc la base ne doit pas posséder de vecteur. Et là, je dis la base parce qu'il n'y en aura qu'une, et c'est forcément l'ensemble vide. Au passage, c'est le seul espace vectoriel de dimension 0. C'est-à-dire que j'ai dit lui était de dimension 0, mais on a également la réciproque. C'est le seul espace vectoriel de dimension 0. C'est l'espace vectoriel qui se réduit au vecteur nul 2. Et il est formé d'une seule base, qui est la base réduite à l'ensemble vide. Pour le vocabulaire, on a aussi un vocabulaire particulier pour les espaces vectoriels de dimension 1 et 2, puisqu'ils correspondent à des objets géométriques bien connus. Un espace vectoriel de dimension 1, c'est-à-dire c'est un espace vectoriel qui possède qu'un vecteur dans sa base, c'est-à-dire c'est un espace vectoriel tel qu'il existe un vecteur V non nul, tel que E est égal à vect de V, avec V évidemment différent de 0, puisque sa base, les vecteurs de base sont forcément non nuls. On appelle ça effectivement une droite vectorielle. Celle-ci, ça s'appellera la droite vectorielle engendrée par V. Idem, si je prends un espace vectoriel de dimension 2, ça veut dire qu'il possède une base avec deux vecteurs. Ces deux vecteurs sont nécessairement non collinéaires. Je vais les appeler VW, donc avec la famille VW qui est une famille libre. Ceci, ça s'appelle un plan vectoriel, et on l'appellera ici, celui-ci, le plan vectoriel engendré par les vecteurs V et W. Pour les autres espaces vectoriels de dimension plus grande, il n'y a pas de nom particulier, il y a juste ces deux espaces vectoriels-là qui possèdent un nom particulier. Voilà. Bon, maintenant, on va passer aux exercices pour remettre tout ça en marche, et on verra un exercice qui ne fait pas partie du cours, mais qui est intéressant. J'ai toujours en tête qu'on n'a toujours pas démontré, par exemple, que l'ensemble des fonctions continues est un espace vectoriel de dimension infinie. Ça, on le regardera. L'exercice numéro 3 nous donne un sous-ensemble de R3. On doit démontrer que ce sous-ensemble de R3 est un R espace vectoriel de dimension finie et calculer sa dimension.
Alors dans cette question, il y a 3 questions. Il va falloir déjà démontrer que c'est un R espace vectoriel, qu'il est de dimension finie, puis calculer sa dimension. Pour montrer qu'un ensemble est un R espace vectoriel, on connaît le procédé, on essaye de démontrer qu'il est sous-espace vectoriel d'un ensemble, d'un espace vectoriel de référence. Donc moi je vais commencer par démontrer que l'ensemble P, ici, est un sous-espace vectoriel de R3, où R3 est muni de sa structure d'espace vectoriel canonique, celle qu'on a définie dans le cours de début d'année. Pour ça, soit je reviens à la définition, soit j'essaye directement de trouver un système générateur. Ici, le bon sens, bien entendu, c'est d'essayer d'exprimer P à l'aide d'une famille génératrice, puisqu'on a un double objectif, de démontrer qu'il est espace vectoriel, mais qu'il est aussi de dimension finie, et si possible, d'en trouver une base. Donc je vais plutôt utiliser ce mode de génération. Pour ça, je vais me donner un vecteur de R3 quelconque, qui est symbolisé par la donnée d'un triplet de nombres réels, et je vais regarder à quelles conditions nécessaires et suffisantes ce triplet de R3 appartient à P. Et la condition nécessaire et suffisante, elle est indiquée ici, c'est que x plus z soit égal à 0. Ah, pas possible ça. Je ne suis pas capable d'écrire 2 trucs sans me tromper. Donc la condition nécessaire et suffisante, c'est que x plus z soit égal à 0. Alors, si je veux faire des maths pour des maths, je vais dire que là, j'ai affaire à quoi? J'ai affaire à un système de une équation à 3 inconnus, x, y et z. J'ai visiblement un système de rang 1, puisque j'ai qu'une équation avec un pivot. Donc, il va y avoir, si j'en crois les théorèmes de mon cours, une inconnue principale, x, et 2 paramètres, y et z. Donc là, le cours dit que comme le système est de rang 1, une inconnue principale, 2 paramètres. Donc ici, les paramètres, c'est-à-dire les réels qui vivent de façon quelconque, les paramètres, il y en a 2, il y a y et z. Alors faites attention, c'est pas parce que z n'apparaît pas qu'il n'est pas paramètre. Le rang de ce système c'est 1, le cours dit qu'il y a 2 paramètres. Effectivement, il n'y a absolument rien qui est imposé sur y par cette équation. Donc on a 2 paramètres réels, y et z. Donc on va réécrire P en description, puisqu'on est passé d'une notation où on dit que c'est l'ensemble des solutions de ce système à on a trouvé les solutions de ce système. Donc les solutions s'écrivent, x s'exprime en fonction du paramètre z par moins z, y est un paramètre et z est un paramètre. Donc P est l'ensemble des triplets moins x, y, z, où y et z sont a priori des paramètres réels quelconques. Alors, m'est avis que le nombre de paramètres quelconques risque de correspondre à la dimension de l'espace vectoriel. La dimension serait donc, dit de façon un peu facile, le nombre de paramètres nécessaires à l'écriture d'un vecteur de cet espace vectoriel. Ça serait ça la dimension. Eh bien, ça va être entièrement confirmé par la suite, puisque pour trouver une famille génératrice, vous vous rappelez du truc, il faut mettre en avant les scalaires et regarder les vecteurs qui leur sont accrochés. Les paramètres qui vivent indépendamment des autres, c'est les paramètres y et z. Donc on va mettre ces paramètres en avant. Y un paramètre réel et z un paramètre réel. Et on va regarder les vecteurs qui leur sont accrochés pour pouvoir récupérer ma fameuse famille génératrice. Pour placer y à cette position, il faut que je mette 0, 1, 0 ici, pour reconstituer ce vecteur, et pour placer z aux endroits où ils doivent se trouver, je dois prendre ce vecteur-là. Le vecteur qui est ici, je vais l'appeler epsilon 1, le vecteur qui est ici, je vais l'appeler epsilon 2. On vient donc directement de dire que P est l'espace vectoriel engendré par epsilon 1 et par epsilon 2. Ici, on a fait d'une pierre 2 coups. On vient de démontrer déjà que P est un R espace vectoriel puisque c'est un sous-espace vectoriel de R3, d'une part. D'autre part, il possède une famille génératrice finie, puisque cette famille génératrice compte 2 vecteurs. Donc il s'agit bien d'un espace vectoriel de dimension finie. Donc là, à ce stade, on vient de démontrer que P est un R espace vectoriel de dimension finie. C'est ce qui est en tout cas corroboré par cette égalité. Mais j'ai envie de dire, on a un coup de plus en plus de travail, puisque les vecteurs qui sont ici sont clairement non proportionnels, et j'en ai que 2.
Donc la famille epsilon 1, epsilon 2 est libre puisqu'elle est formée de deux vecteurs non proportionnels. Donc là, on a la liberté de deux vecteurs non proportionnels. Moralité. Moralité. La famille qui est là est mieux qu'une famille génératrice. La famille B qui est formée du vecteur epsilon 1, epsilon 2, c'est une base de l'espace vectoriel P. Conclusion, quelle est la dimension de P? La dimension de P, c'est le nombre de vecteurs que l'on compte dans cette base. On compte P vecteurs dans cette base. On a donc un espace vectoriel de dimension 2. Ce qui correspond à ce qu'on avait vu géométriquement. On avait vu que un ensemble qui était donné par une telle équation était un plan vectoriel de R2. Donc là, on a la confirmation que le nombre de paramètres qu'il faut pour écrire un vecteur dans un espace vectoriel, eh bien ça correspond à ce qu'on a mis en évidence dans notre cours, c'est la dimension de notre espace vectoriel. On pose la même question avec cet ensemble S, qui est l'ensemble des fonctions Y de classe C infinie sur R qui vérifie cette relation. Est-ce que c'est un R espace vectoriel de dimension finie, et si oui, quelle est sa dimension? Donc là, encore une fois, on va aborder les choses de la même façon. On reconnaît que l'ensemble S, c'est l'ensemble des fonctions qui sont solutions de cette équation différentielle. En réalité, si on sait résoudre cette équation différentielle, on pourra écrire l'ensemble S en description. Or, on a vu que la résolution de cette équation différentielle était liée à la résolution d'une équation du second degré, une équation du second degré à coefficient réel. Cette équation se factorise à l'aide d'une identité remarquable et ne possède donc comme solution que le nombre réel moins 2. On a vu que dans ce cas-là, il existait deux nombres alpha, bêta appartenant à R, tels que y de x soit égal à alpha x plus bêta multiplié par exponentielle de moins 2x. Si j'utilise le code couleur qui est ici, les scalaires qui ont l'air d'intervenir dans notre combinaison linéaire, c'est évidemment les nombres alpha et bêta. Et les fonctions qui leur sont associées seront respectivement la fonction qui a x associe x exponentielle de moins 2x et la fonction qui a x associe exponentielle de moins 2x. Voilà les deux fonctions qui ont l'air d'intervenir dans le système des solutions. Si la première, je la note F1 et la deuxième, je la note F2, on vient donc de démontrer que l'ensemble S réécrit différemment est exactement l'ensemble des combinaisons linéaires des fonctions de la forme alpha F1 plus bêta F2, où alpha, bêta sont des paramètres réels quelconques. Moralité, on vient de démontrer que S est, par définition, le plan, alors plan, pas encore, l'espace vectoriel engendré par F1 et par F2. À ce titre, c'est donc un sous-espace vectoriel de l'ensemble des fonctions de classe C infinie de R dans R, donc c'est un espace vectoriel lui-même. Première conclusion. Deuxième conclusion, il est engendré par un nombre fini de vecteurs, ici en l'occurrence 2, donc c'est un R espace vectoriel de dimension finie. Pour calculer sa dimension, il faudrait en trouver une base. On en a déjà une famille génératrice. Si cette famille a le bon goût d'être libre, eh bien on aura une base. Or, pour passer de F2 à F1, il faut multiplier par x. Le problème, c'est que x n'est pas un nombre fixé, il varie. Donc on peut très bien voir ici que F1 et F2 ne sont pas proportionnels. Ne sont pas proportionnels. Comme on n'a que deux vecteurs, on peut donc attester que la famille F1, F2 est une famille libre. Comme c'est déjà une famille qui est génératrice de F, on récupère que F1, F2 est une base de l'espace vectoriel S, et donc que la dimension de notre espace vectoriel est égale à 2. On peut donc conclure que l'ensemble des solutions de cette équation différentielle est donc un plan vectoriel. S, avec le vocabulaire que j'ai mis en place, est un plan vectoriel de l'espace des fonctions de classe C infini sur R à valeur dans R, qui lui, on va le voir,
est un espace vectoriel de dimension infinie. Passons à l'exercice numéro 5, où on étudie quelques sous-ensembles de Mn de K, l'ensemble des matrices diagonales à coefficient dans K, l'ensemble des matrices triangulaires supérieures à coefficient dans K, et enfin l'ensemble des matrices symétriques à coefficient dans K. On a déjà vu que ces ensembles-là étaient des espaces vectoriels, des sous-espaces vectoriels de Mn de R. On s'interroge sur le fait qu'ils soient de dimension finie et on souhaite calculer leur dimension. Alors, l'ensemble des matrices diagonales, si j'écris cet ensemble-là de façon un peu plus explicite, l'ensemble des matrices diagonales, donc l'ensemble dn de K, c'est donc l'ensemble des matrices que je peux écrire par un tableau matriciel sous cette forme-là, alpha 1, alpha n, et avec des zéros partout ailleurs comme coefficients, où alpha 1, etc., alpha n sont des paramètres dans K quelconque. Donc on pourrait comprendre déjà d'entrée de jeu que la dimension est déjà plus petite que n, puisqu'il me faut a priori n paramètres pour écrire cet espace vectoriel. On voit qu'en éclatant cet ensemble-là en combinaison linéaire, comme d'hab, on prend les paramètres qui semblent vivre indépendamment les uns des autres et on regarde quels vecteurs leur sont accrochés. Pour placer alpha 1 à cette place, il me faut le vecteur E11. Pour placer alpha 2, le vecteur E22. Et pour placer le scalaire alpha n, il me faut le vecteur, la matrice ENN. A priori, alpha 1, etc., alpha n sont des scalaires quelconques. Donc on vient en fait d'écrire quoi là? On vient d'écrire l'ensemble des matrices diagonales comme l'espace vectoriel engendré par les vecteurs E11 jusqu'à ENN. Moralité, la famille E11, ENN est une famille génératrice de Dn de K. On a vu qu'une sous-famille d'une famille libre est libre. Or, ceci est une sous-famille de la base canonique de Mn de K. Donc cette famille, non seulement elle est génératrice, mais elle est libre. On peut donc dire que la dimension de l'espace vectoriel Dn de K, c'est n. Et on en a trouvé une base qui est formée à l'aide des vecteurs de la base canonique. Ensuite, pour les matrices qui sont triangulaires supérieures, je vous rappelle que la condition pour une matrice triangulaire supérieure, c'est que les coefficients a et j sont nuls dès que i est plus grand que j. Donc une matrice triangulaire supérieure va être de la forme suivante, avec ici des zéros qui sont situés sous la diagonale. Apparemment, les nombres qui sont ici, eux, sont complètement libres, puisque la condition, c'est que aij est égal à 0 dès que i est strictement plus grand que j. Donc, on a a priori les aij ici qui restent, qui appartiennent à k. Donc, on voit qu'on a une famille génératrice qui va être un tout petit peu plus difficile à décrire que pour les matrices diagonales, mais pas beaucoup plus à vrai dire. C'est l'espace vectoriel donc engendré par les eij, avec quelles conditions sur i et sur j? La condition, c'est que j soit forcément supérieur ou égal à i. Donc on va simplement écrire cette condition. I et j sont tenus par cette inégalité-là. Attention, là, c'est pas 0, je me suis trompé, c'est 1. Donc, déjà, la famille est génératrice. Ça, c'est ce qu'on vient directement de voir ici, puisque j'ai juste regardé quelles étaient les matrices qui étaient accrochées aux différents scalaires qui interviennent dans l'expression. Sinon, je ne retrouve rien. Voilà. Et la famille qui est ici est libre, pour les mêmes raisons que la famille qui est là, puisqu'on a juste extrait une partie d'une base, donc la famille reste libre. Donc la dimension de l'ensemble des matrices triangulaires supérieures à coefficient dans K, c'est le nombre de vecteurs d'une base. Or ici, une base est donnée par, si j'écris la base, une base est donnée par les E, I, J, avec I plus petit que J au sens large, les deux étant compris entre 1 et n. Donc ça, c'est une base de l'ensemble des matrices triangulaires supérieures. Comment compter les vecteurs de cette base? C'est pas compliqué, il suffit de compter les paramètres qui sont ici. J'en ai 1 sur la dernière ligne, 2 sur l'avant-dernière ligne, 3 sur la ligne de dessus et n sur la première ligne. Donc on voit que le nombre de vecteurs de cette base, c'est 1 sur la dernière ligne, 2 sur l'avant-dernière ligne, etc. jusqu'à n.
c'est donc n fois n plus 1 sur 2. Voilà la dimension de l'ensemble des matrices triangulaires supérieures. Alors si vous prenez par exemple l'ensemble des matrices triangulaires supérieures strictes, il va falloir simplement mettre une inégalité stricte ici. Donc on en aura 0 composantes à prendre sur la dernière ligne, puis une sur l'avant-dernière, jusqu'à n-1 sur la dernière. On aura la somme des n-1 entiers naturels. On va récupérer nn-1 sur 2 si vous prenez les matrices triangulaires supérieures strictes. Pour les matrices symétriques, alors ça, il faut déjà rappeler ce que c'est qu'une matrice symétrique. Une matrice A est dite symétrique si et seulement si A est égal à sa transposée. Si vous regardez sur les coefficients ce que ça importe que quel que soit I et J compris entre 1 et n, le nombre AIJ est égal au nombre AJI. Ce qui veut donc dire que l'endroit où je place AIJ, on va devoir placer AJI exactement sur le coefficient opposé. Donc ça veut dire que toute matrice symétrique va pouvoir s'écrire comment? Pas de contrainte sur les coefficients diagonaux, donc ça va être les A11, E11, plus etc. ANN, ENN. Il n'y a pas de contrainte sur ces coefficients-là, donc on les écrit tels quels. Ensuite, sur les coefficients en dehors de la diagonale, si je veux placer le terme AIJ en position IJ, je dois donc multiplier ce terme-là par la matrice AIJ. Mais je vais devoir placer le même coefficient en position JI. Pour le placer en position JI, voilà ce que je vais devoir faire. Et ça, je vais devoir le faire. À chaque fois que j'en pose un au-dessus, j'en pose un en dessous. Donc il suffit que je le fasse sur les éléments qui sont situés strictement au-dessus de la diagonale. Donc voilà comment s'écrit une matrice symétrique de façon générale. Et on voit que si on respecte le code couleur rose, les vecteurs qui interviennent dans cette combinaison linéaire, ce sont les vecteurs qui sont situés ici. Moralité, on vient de démontrer que cette famille-là est une famille génératrice de l'ensemble des matrices symétriques. Est-ce qu'elle est libre? Alors, je vais vous le démontrer sans rien écrire de plus. Pour montrer que cette famille est libre, il faut que je me prenne une combinaison linéaire nulle de ces vecteurs. Donc je cache là, et là j'écris au crayon de papier, si je le trouve. J'en ai pas. Il est où? Il est pas là, il est pas là, il est pas là, il est pas là. Eh ben, tant pis pour le crayon de papier, on va l'écrire noir sur blanc. Imaginez donc qu'on a une combinaison linéaire nulle de ces vecteurs. Moi je veux montrer que tous les scalaires qui interviennent dans la combinaison linéaire sont nuls. Mais c'est complètement évident, puisque la matrice qu'on est en train d'écrire ici, c'est quoi comme matrice? Sur les coefficients diagonaux, je trouve A11, ANN. Puis là, j'ai dit que quand je plaçais A12 ici, je le plaçais ici. Quand je place A21 ici, je le place A12 ici, pardon, A13 ici, je le place ici, etc. C'est-à-dire à chaque fois qu'on place un élément au-dessus, on le place au-dessous. Donc comme cette matrice-là va être nulle, ça veut bien dire que tous les nombres qui sont ici sont nuls, puisque ça correspond à des coefficients de la matrice. Moralité, la famille que j'ai soulignée ici en rose est bien une famille libre. Donc pour trouver notre base de notre espace vectoriel, il suffit de prendre la réunion de l'ensemble des EKK où K est compris entre 1 et n. Donc ça c'est pour générer la diagonale. Union les EI plus EJI avec I qui est strictement plus petit que J. Les deux nombres sont évidemment compris entre 1 et n. J'en ai combien? Il suffit de compter le nombre de paramètres dont on a besoin. À chaque fois, bon, j'ai déjà les paramètres diagonaux, et à chaque fois que j'en mets un au-dessus, je le mets en dessous. Donc il suffit de compter le nombre de termes qui sont situés au-dessus de la diagonale comprise. Et on en trouve exactement comme pour les triangulaires supérieurs. N plus 1 sur 2. Donc on vient de démontrer que l'ensemble Sn de K, c'est l'espace vectoriel engendré par les vecteurs E, KK, où K est compris entre 1 et n, auxquels j'ajoute tous les vecteurs EIJ plus EJI, avec 1 qui est plus petit que I, qui est strictement plus petit que J, qui est plus petit que n. Cette famille-là est une base de notre espace vectoriel, et la dimension de cet espace vectoriel, on a compté combien il y avait de vecteurs,
eh bien la dimension de cet espace vectoriel, c'est n fois n plus 1 sur 2. Alors, pour voir si vous avez compris, vous pouvez refaire le même exercice avec l'ensemble des matrices antisymétriques. Vous démontrez que c'est un espace vectoriel et vous en donnez a priori une famille génératrice, enfin vous en donnez une base et vous regardez combien de vecteurs il y a dans cette base. On va terminer par la remarque qu'on a faite, la remarque qui est en bas de la page numéro 7. On a un espace vectoriel de dimension n. Je rappelle qu'un espace vectoriel de dimension n, ça veut dire que je peux trouver déjà des bases parce que je suis en dimension finie, et que toutes les bases possèdent n éléments. Alors, si je me donne une famille libre, qu'est-ce que je peux dire à coup sûr? Bien, comme le nombre de vecteurs d'une famille libre est toujours majoré par le nombre de vecteurs d'une famille génératrice, on peut déjà dire que si L est libre, qu'est-ce qu'on a nécessairement? Je dis bien que c'est nécessaire, hein. C'est pas suffisant, hein, bien sûr. Hein. Si vous prenez une famille qui est constituée de n-1 fois le vecteur nul, elle n'est pas libre. Hein. Donc nécessairement, on a que le nombre de vecteurs de L est de toute façon plus petit que L. À condition, attention, cette condition elle est nécessaire, elle n'est pas suffisante. Hein. Je répète, vous prenez une famille où il n'y a que le vecteur nul, peu importe le nombre de vecteurs, elle sera jamais libre. Là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va contraposer ce résultat. On vient de dire que si L est libre, alors le nombre de vecteurs de L est inférieur ou égal à n. Si on contrapose ce résultat, on va donc récupérer que la négation de cette condition-là, c'est-à-dire si le nombre de vecteurs est strictement plus grand que L, alors ça va impliquer que la famille L est automatiquement liée. Donc là, j'ai simplement écrit la contraposée du résultat au-dessus. Si L est libre, alors le nombre de vecteurs de L est plus petit que n, ce qui est une implication. Hein. L est libre implique ceci. Là, j'ai juste écrit la contraposée de la relation ci-dessus. Donc attention à bien faire la différence entre conditions nécessaires et conditions suffisantes. Et on sait que les conditions nécessaires deviennent des conditions suffisantes quand on passe à la contraposée. Si on fait le même travail avec les familles génératrices, si je considère G une famille génératrice finie de l'espace vectoriel E. Alors nous, on sait que ça va impliquer que le nombre de vecteurs de la famille génératrice est forcément plus grand que le nombre de vecteurs d'une base, puisqu'une base, c'est une famille libre. Donc on récupère que le nombre de vecteurs d'une famille génératrice étant toujours plus grand que le nombre de vecteurs d'une famille libre, il sera plus grand que le nombre de vecteurs d'une base, il sera donc supérieur ou égal à n. Ça va nous dire simplement en contraposant que si une famille génératrice compte strictement moins de n vecteurs, alors la famille n'est pas génératrice de E. C'est la même chose que ce qu'on a fait au-dessus, on a juste contraposé cette condition nécessaire. Les conditions nécessaires pour être libre ou pour être génératrice, quand on les contrapose, elles deviennent des conditions suffisantes pour ne pas être génératrice de E. Donc attention, cette condition-là, elle entraîne que le nombre d'éléments de G est plus grand que n. Mais attention, cette condition, elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Si vous prenez une famille qui compte n plus 1 vecteur, où tous les vecteurs sont égaux au même vecteur, évidemment, cette famille, elle ne sera pas génératrice. Donc faites bien attention au sens des implications, et n'appliquez pas les implications réciproques, puisqu'on vient justement de légitimer qu'elles sont toutes fausses. Donc soyez très vigilants là-dessus. On va s'arrêter là pour le cours de samedi. Je reprendrai donc la prochaine fois sur une étude un petit peu plus précise des bases. On va caractériser les bases en dimension finie, et on va voir qu'à partir de maintenant, dès que le mot dimension va rentrer dans les hypothèses, le nombre d'hypothèses qu'on avait habituellement à vérifier, va être divisé par 2. Et évidemment, ce qui va partir, c'était ce qu'on avait de plus difficile à démontrer. Donc vous allez voir que quand on a des espaces vectoriels de dimension finie, les raisonnements, les théorèmes qu'on va démontrer vont considérablement faciliter les raisonnements qu'on avait pu faire quand on n'avait pas la théorie de la dimension. À la semaine prochaine.